le père de mes enfants est allé dormir ailleurs. Et la première nuit où il est allé dormir ailleurs, j'ai dormi 10 heures. Et ça faisait 7 ans que j'avais pas dormi. Donc là, on s'est dit que il y avait un truc. Enfin, lui était tout à fait d'accord que là, il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème très important du sommeil des célibataires. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française. Je suis aussi blanche, jeune, mince, valide, athée et d'origine bourgeoise. Aujourd'hui, je reçois Catel. Bonjour Catel. Bonjour Marie. Est-ce que tu veux te présenter et te définir pour les auditeuristes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Oui, du coup, Catel, 45 ans. Je vis en Bretagne, donc hétérosexuelle cisgenre, maman de 2 ados de 18 et 15 ans, divorcée depuis 8 ans, grosse et blanche et valide. Voilà. Très bien. Est-ce que tu veux nous dire ton occupation, ton travail, tes passions ou pas forcément ? Je fais un boulot, on va dire, d'homme. Je répare du matériel médical dans le Grand Ouest, dans les hôpitaux et les laboratoires. D'accord, merci Catel. Dans mon podcast Sologamy, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission tous les mardis. Aujourd'hui, on va donc discuter ensemble du sommeil des célibataires. Est-ce qu'on dort mieux quand on dort seul ? Est-ce qu'on dort mieux quand on est célibataire ? Comment on peut retrouver un bon sommeil après des années d'insomnie en couple ? Comment on apprend ou on réapprend à dormir avec des sex friends, des amants si on le souhaite ensuite ? Ou comment on peut aussi les mettre dehors et choisir de dormir seul pour le restant de ses jours. On va se poser ces questions dans l'épisode du jour, mais d'abord je vais te poser les questions traditionnelles de Sologamy. Catel, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire aujourd'hui ? Pour moi, célibataire, c'est ne pas être en couple, on va dire socialement et voilà, socialement reconnu, on va dire. Et voilà. Pour moi, c'est ça le célibat. Donc, et vivre seul, ne pas partager ni sa maison, ni son lit, ni sa vie avec quelqu'un de régulier. D'accord. Et est-ce que tu es célibataire ? Est-ce que tu as souvent été célibataire dans ta vie ? Alors, j'ai été en couple à partir de l'âge de 20 ans, pendant 18 ans, et là, je suis célibataire depuis 8 ans. Est-ce que pour toi, tu relis bonheur et couple ou pas du tout ? Plus maintenant. Avant, oui. Et là, sur toute la période depuis le divorce, non, au fur et à mesure des années, non, les deux ne sont pas liés en fait. Le bonheur se trouve ailleurs. Est-ce que la solitude a toujours été importante pour toi ou est-ce qu'elle l'est aujourd'hui ou est-ce qu'elle n'est pas importante ? Alors, pas avant, quand j'étais mariée, mère de famille, et là, t'as pas trop le temps de te poser de questions. Par contre, depuis que je suis divorcée et donc que j'habite seule, j'ai mes enfants une semaine sur 2. Là, la solitude est primordiale. Alors déjà, je travaille seule. Je suis quasiment seule toute la semaine. Et j'ai quand même encore besoin de moments de solitude le week-end. Et je prends énormément de temps pour moi, pour pas forcément faire grand-chose. Mais je lis beaucoup, je prends du temps vraiment juste pour moi. Et ça me permet d'avoir un équilibre qui tient la route, en fait. Et tu as découvert ça après le divorce ? Après le divorce. Ouais. Avant, tu n'expérimentais pas du tout ça ? Pas le temps surtout, et puis pas la possibilité, et puis juste même pas le moyen d'y réfléchir. En fait, ça faisait pas partie de ma vie, quoi. C'était les priorités, c'était le travail, les enfants, et puis la famille, et après, après il restait pas beaucoup de temps pour le reste. Donc là, oui, c'est une vie très différente, mais plutôt épanouissante aussi, ouais, dans un autre mode. Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui ? Je précise qu'on enregistre l'épisode en mars 2024. Bonne, très bonne même.
par rapport à sur les dernières années, là, ça a pas toujours été top, au début. Mais, là, au fur et à mesure, bah, justement, de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi, bah, là, maintenant, je me sens plutôt équilibrée et bien solide et avec des appuis bien costauds. Donc, là, plutôt bonne, ouais. Est-ce que tu vis seule? Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière, étant donné que tu as été mariée, j'imagine que tu partageais les frais avec ton mari. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as perdu en pouvoir d'achat, en stabilité, ou au contraire, tu t'en sors? Bah, en fait, oui, j'ai forcément «perdu» entre guillemets, sauf que maintenant les dépenses que j'ai, c'est celles que je choisis. Donc du coup, en fait, elles sont adaptées par rapport à mes moyens. À partir du moment où, j'arrive à subvenir à mes propres moyens et surtout aux moyens de mes enfants, à assurer leurs études et tout, en fait et à pouvoir, s'octroyer, des vacances et tout, bah, en fait, moi j'ai pas besoin de plus donc ça pèse, oui, peut-être pour des choses que j'aurais pu faire à l'époque où j'étais mariée, mais c'est pas forcément des envies que j'ai maintenant. Donc, en fait, ça pèse pas tant que ça, en fait. C'est juste que là, je m'adapte et puis je gagne suffisamment bien ma vie pour pas avoir ce souci-là. Donc non, je trouve qu'au final, non, ça pèse pas. Et, du moment que j'arrive aussi, surtout à subvenir aux besoins des enfants, en fait, bon, c'est très mère de famille, hein, mais en fait, ouais, non, j'attends pas plus que ça et j'attends surtout pas que quelqu'un subvienne à mes besoins. Donc, du coup, je tire un point d'honneur à être autonome et indépendante financière, de toute façon. Donc tu vis seule et t'as tes enfants une semaine sur deux, c'est ça? C'est ça, je vis seule dans ma propre maison et j'ai mes enfants une semaine sur deux, ouais. D'accord. Ma prochaine question, c'est au niveau de la sexualité. Comment est ta sexualité aujourd'hui? Est-ce que tu partages? Est-ce que c'est toute seule? Est-ce que t'as pas de sexualité du tout? Si, j'en ai, plutôt libérée, libre et pas trop de contraintes, plutôt, alors en dehors de tout couple, on va dire traditionnel et par contre sans attente. C'est-à-dire que je la vis bien, mais j'en attends pas non plus grand-chose. C'est sur le plaisir du moment, mais sans y mettre non plus, comment dire? D'espoir de couple ou quoi que ce soit derrière, quoi. Ça reste, un plaisir, voilà. Mais, elle est plutôt libérée et libre et plutôt épanouie, en fait. Donc, si j'ai bien compris, t'as des partenaires masculins, des hommes avec qui tu couches de temps en temps, c'est ça? Voilà. Voilà, c'est ça. J'ai des relations, qui viennent, qui voilà, c'est sans contrainte, mais, plutôt épanouissant finalement. Mmh. Et est-ce que tu veux te remettre en couple ou est-ce que tu veux rester célibataire du coup? Là, j'ai l'impression de comprendre que tu préfères être seule. Oui, je crois pas, en fait. Je pense que juste après le divorce, oui, finalement, on va dire même si c'était pas conscient, je crois que j'avais envie de refaire un petit peu comme ce que j'avais connu. Bah, quand tu as été 18 ans, dans un modèle, vraiment, familial et tout, voilà, je disais que j'avais envie d'être, seule et tout, mais je pense qu'inconsciemment, j'avais envie de refaire couple. Sauf qu'après 8 ans et de célibat, de rencontres avec des hommes de mon âge, c'est-à-dire entre 40 et 50 ans, je pense que c'est très clair qu'il y aura pas de nouveau couple, en fait. Ça paraît difficilement envisageable, ouais. Pourquoi? C'est pas simple là, à l'âge que moi j'ai, les hommes que je rencontre maintenant, on a tous quand même quelques casseroles, quelques bagages et des envies contradictoires, des besoins contradictoires et ça me paraît difficile de refaire quelque chose de simple. En fait, ça sera forcément compliqué et là, tout ce qui est compliqué là, je fuis un peu, j'avoue et donc je dis pas que ça n'arrivera pas, je dis juste que je n'y crois pas trop et je n'ai pas non plus d'espoir, dessus et puis finalement, je me sens assez bien comme ça au final aussi. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du regard des autres sur ton célibat, sur ton divorce? Est-ce que tu ressens du jugement ou est-ce que tu t'en fous de ce que les gens pensent? Alors ça a été pesant au début parce qu'on représentait vraiment, on va dire, couple idéal, famille idéale, enfin tout était, totalement parfait socialement. On était tellement dans le cadre que c'en était, la photo sur le mur, enfin c'est tu peux pas faire mieux en fait. Donc pas facile au début et puis,
un certain poids, même s'il y avait des non-dits, enfin que c'était pas, si tu veux, formulé, même familialement, enfin j'avais l'impression que je devais refaire ma vie, comme on dit, ce qui est faux en plus, parce qu'elle n'est pas à refaire. Et puis là, je crois qu'au bout de 8 ans, alors déjà, autour de moi, on a, entre guillemets, lâché l'affaire. Je pense que là, soit je suis un cas désespéré, soit juste on me laisse tranquille. Et en fait, là, maintenant, je ressens plus rien. Et même s'il y avait un poids, en fait, je le ressens plus. Et je crois que ça y est, ça m'importe plus, en fait. J'ai plus, je ressens plus le regard d'autrui et ça ne me pèse plus. Je me suis libérée de ça aussi, mais c'est long, mais ça marche au bout d'un certain temps. D'accord. Trop bien. On va passer au thème du jour, le sommeil des célibataires. Ce sera en lien donc avec le divorce. Pourquoi tu as choisi ce thème d'épisode ? Parce qu'en fait, la gestion de mon sommeil, ça a quasiment été un handicap pendant près de la moitié de mon mariage, sans comprendre en fait. C'est, j'ai à la moitié, à peu près, on était ensemble depuis à peu près 9-10 ans. On a déménagé et au moment où on a déménagé, j'ai arrêté de dormir. Mais vraiment, j'ai arrêté de dormir en fait, d'un jour à l'autre quand on a changé de maison. Et alors, j'ai jamais dormi énormément, même adolescente. Enfin, je me rappelle que les dimanches soirs, je dormais jamais. J'ai toujours été un peu anxieuse et tout ça. Mais bon, en général, je m'en sortais. Et quand on a déménagé, là, rien. Du jour au lendemain, j'ai eu l'impression de plus dormir, quoi. Et donc, on emménage dans cette maison et je pense que j'ai à peu près essayé toutes les pièces de la maison inimaginables. J'ai dormi à peu près partout, c'était possible, les matelas, les canapés, enfin tout ce qui était possible. Et j'en arrivais là au fur et à mesure à 2 heures au maximum par nuit de sommeil, par tranche de quart d'heure. Donc ça fait vraiment pas beaucoup, avec un boulot où je suis sur la route, je fais à peu près 300-400 km par jour. Donc vraiment une fatigue chronique qui a commencé à s'installer. Et en fait, j'ai la santé qui a commencé à se dégrader, et physique et mentale. Et je suis arrivée à un stade, en fait, sans savoir en fait ce qui se passait, mais au fur et à mesure, en fait, mes enfants étaient encore petits. J'arrivais à travailler, j'arrivais à m'occuper d'eux au niveau repas, devoirs. Et puis après, c'était stop, quoi. Le reste, je pouvais plus rien faire. Enfin, tout ce qui était ludique, tout ce qui était couple, tout ce qui était ça, par contre, c'était plus possible. J'avais plus d'énergie. Et donc a commencé tout un parcours où d'abord, ça a été médecin généraliste avec somnifères et tout. Donc là, c'était, je dormais toujours pas, mais en plus, j'étais dans le gaz tout le temps. Donc ça, c'était pas très très, ça a pas fonctionné. Et après, le père de mes enfants a trouvé un médecin du sommeil, un neurologue que j'ai été voir sur Rennes, et qu'en fait, avec tu as des agendas du sommeil en fait que tu dois faire quand tu as des problèmes d'insomnie. Et avec cet agenda du sommeil, il a pu dépister que j'avais un trouble anxieux assez important. Donc anxiolytique et tout ce qui va avec. Enfin bon, là ça a commencé à aller un peu mieux, mais par contre la cause on l'avait toujours pas, quoi. Donc j'ai commencé à voir une psy. Et puis, je pense que dès la deuxième séance, on s'est rendu compte que le problème se situait sous mon toit, en fait, que il y avait des soucis dans mon couple, quoi, mais que j'arrivais pas, en fait, je les avais ni, enfin, c'était pas sorti, enfin, je l'avais pas dit, je l'avais pas, même pas conscientisé, quoi. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, quoi. Et donc, ça a duré plusieurs mois, et moi, j'avais pas du tout envie de prendre une décision, donc j'ai pris la décision de vivre comme ça. J'avais des médocs, j'arrivais à peu près à m'en sortir. Et puis l'ambiance du couple s'est dégradée. Bon, après, là, c'est pas un sujet que je vais aborder là maintenant, mais bon, ça s'est bien dégradé. La communication s'est dégradée de façon assez importante. Et on en est arrivé à quand même un moment à prendre une décision de se séparer. Et le temps de prendre la décision, on a juste quitté le toit. Enfin, le père de mes enfants est allé dormir ailleurs. Et la première nuit où il est allé dormir ailleurs, j'ai dormi 10 heures. Et ça faisait 7 ans que j'avais pas dormi. Donc là, on s'est dit que il y avait un truc. Enfin, lui était tout à fait d'accord que là, il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Et donc voilà. Bon, après voilà, ça a duré. Enfin, on a réessayé. Donc là, je dormais quasiment plus du tout. Et au bout d'un an, on a vraiment divorcé.
Et, et donc là, je relie totalement le sommeil à ma santé physique et mentale. Et je sais que maintenant, c'est un baromètre de ce qui va et de ce qui va pas, quoi. Ça, c'était juste me dire, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas. Fais quelque chose, quoi. Mais c'est difficile de s'écouter là-dessus. Et j'avais pas relié les deux, quoi. Même étant, puis j'étais tellement la tête dedans que c'était impossible de relier les deux. Et mais ça, on arrive à un état de dégradation même physique qui est assez. Enfin, moi, je l'ai même mis comme une maladie. En fait, je l'ai vécu comme une maladie. À partir du moment où le neurologue a dit que c'était une maladie, déjà, ça allait mieux parce que je me sentais moins. Je sais pas, comme la femme qui a toujours un truc de travers, elle dort pas, elle machin. Non, c'était une maladie, quoi, et il fallait la traiter, quoi. Et du coup, voilà, c'est pour ça que pour moi, le sommeil, c'est quelque chose de, oui, que je relie en effet au divorce, au célibat maintenant, et parce que ça m'a permis aussi de voir ce qui n'allait pas, comme un thermomètre ou un baromètre qui te montre ce qui va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Mais ça a été très très long pour et le traiter et en prendre conscience. Enfin, surtout en prendre conscience. Ouais, je comprends. Bah, merci de nous avoir confié ça. C'est impressionnant de savoir que tu as dormi 10 heures la première nuit après la séparation. Oui, ça a été assez, autant pour moi que pour le père de mes enfants. Oui, ça a été assez choquant. Enfin, ouais, le mot c'est choquant, ouais. Parce que du coup, oui, là c'était clair, quoi. Et pourquoi, quand vous étiez ensemble, vous n'avez pas fait chambre à part? Parce que on l'a fait. Ah oui, vous avez tout testé. Ouais, ouais, on a tout essayé, ouais. On l'a fait. Je faisais les débuts de nuit dans la chambre conjugale, la fin de nuit dans le canapé, dans une autre chambre, sur le palier. Enfin, j'ai à peu près tout essayé. Et en fait, je m'endormais pas. C'est comme si mon cerveau n'avait pas de bouton off. J'avais vraiment le cerveau qui turbinait tout le temps. Mais je savais même pas sur quoi. Et en fait, après, je me suis rendu compte que c'était vraiment des problèmes de communication avec le père de mes enfants. Enfin, et ça me prenait, vraiment au sens littéral du terme, ça me prenait tellement la tête que du coup, je me posais beaucoup de questions sans même la nuit. En fait, t'es pas capable tu conscientises plus. En fait, c'est juste que t'as le cerveau qui tourne tout le temps. Il y avait pas de bouton off, quoi. Les anxiolytiques ont mis un bouton off. Mais ça dure pas non plus, ça a marché 1 an à peu près, puis à un moment ça marche plus non plus, quoi. Ce qui marche, c'est de traiter la cause, quoi, mais il faut trouver la cause. Donc on peut dire que la cause, c'était la charge mentale du couple, de la famille, de la relation. C'était la communication avec mon ex. Ouais. C'était. Ça te prenait la tête. Ouais, la communication, puis tout ce qui n'allait pas dans notre couple, en fait, ouais. Et après, depuis 8 ans, comment t'as retrouvé le sommeil? Il y a eu cette nuit où t'as dormi 10 heures, mais après, comment ça s'est passé? Est-ce que tu dors bien maintenant ou pas? Alors, j'ai pas dormi 10 heures après. Ça a été le déclencheur, mais ça n'a pas continué. Alors, non, maintenant, en fait, alors déjà, je dors seule parce que sinon ça ne marche pas. Et puis je suis un peu plus cool et tolérante aussi avec le manque de sommeil. C'est-à-dire que si j'ai une nuit un peu moins bonne, c'est qu'il y a une raison. C'est sans doute que j'ai un stress dû au travail ou dû à autre chose, que la nuit prochaine sera meilleure, que c'est pas parce qu'il y en a une de mauvaise que la suivante sera mauvaise. Et je suis un peu plus cool avec ça. Et puis surtout, je dors, je m'endors surtout. C'est ça que j'arrivais pas à faire quand j'étais mariée. Là, je m'endors. Oui, je peux me réveiller dans la nuit, mais je vais me rendormir au bout de 2 heures. Ça fait partie. Voilà. Puis j'ai appris aussi, avec le médecin du sommeil, que j'étais une petite dormeuse. Donc en gros, si je dors 6 heures, j'ai une très très bonne nuit, quoi. Donc faut pas espérer non plus faire des nuits de 12 heures. Ça m'arrivera jamais. Mais avec 6 heures, je fonctionne très très bien. Donc pas en attendre de trop, accepter de se lever tôt parce que la nuit est finie. Accepter de se coucher tard parce qu'il faut pour arriver à quelque chose d'équilibré. Et puis surtout, je m'écoute. Et comme là, j'ai pas d'autres contraintes que moi-même. Mes enfants sont grands et connaissent mes problèmes de sommeil par cœur, donc ils font très attention le soir si je m'endors, il n'y a pas un bruit et tout ça pour me réveiller. Et donc en fait là, j'écoute mon sommeil. Quand je suis fatiguée, je me couche, quoi, et je dors. Et puis je peux dormir en journée s'il y a un besoin, mais ça m'arrive quasiment plus.
Contrairement à avant, là, j'ai plus besoin, quoi. En fait, je m'écoute. C'est surtout ça qui a changé. Que ce soit pour le sommeil ou pour le reste, en fait. Et je pense que c'est pour ça que c'est plus équilibré maintenant. Et du coup, si je résume, tu te couches, je sais pas, à minuit? Bah, ça dépend. Ça peut être à 10h30 si je suis crevée. Ouais, non. En fait, je m'écoute. Donc, ça va être quand ça va venir. Donc, c'est ça qui change pas mal. Et bah le sommeil est un critère de vie en fait maintenant. Il peut définir certaines choses que je vais faire. Enfin, je vais pas me mettre dans des situations qui vont me mettre mon sommeil. Tu vois, par exemple, quand j'écoute tes podcasts sur les voyages et ce que tu fais, je me dis, j'adorerais, sauf que je dormirais pas. Donc ça, je peux pas le faire. Voilà, ça reste quand même un critère limitant, sauf que je le connais maintenant. Et du coup, bah, ça peut m'empêcher de faire certaines choses, mais pas non plus dramatique, quoi. Enfin, voilà, je fais avec, on va dire. Ok, donc j'essaye de dire ce que j'ai compris. C'est que tu as besoin d'une routine ou tu as besoin d'un confort, tu as besoin d'être chez toi. Ouais. Et dès que ça va changer d'habitude au niveau des horaires, au niveau du lieu, au niveau du stress, là, ça va être compliqué. Possiblement, tu vas pas dormir de la nuit. C'est ça, probablement, ouais, quand même. Je reste très, très sensible, de toute façon, ouais. Et du coup, depuis 8 ans, retrouver une qualité de sommeil, même si c'est pas... même si c'est pas 10 heures par nuit, retrouver une qualité de sommeil, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur ta santé physique et mentale par rapport à avant? Est-ce que tout de suite tu as vu un changement, tu t'es senti mieux? Quand tu conduis 300 km par jour, maintenant ça passe bien. Est-ce que dans ta tête tu t'es senti mieux? Enfin, quelles ont été les conséquences de ce sommeil? Alors, le fait de redormir, alors ça n'a pas été immédiat, mais le fait de redormir et aussi de traiter tout ce qui, tout après le divorce, comme tous les gens qui divorcent, petit à petit, en fait, j'ai retrouvé de l'énergie, surtout. Je suis capable de refaire autre chose que travailler et m'occuper de mes enfants. En effet, les trajets passent tout seuls. J'ai plus besoin de m'arrêter, j'ai plus besoin de dormir en journée. Et puis, je peux ressortir le soir, je peux vivre en fait. C'est parce que j'avais vraiment l'impression de plus y arriver. Sincèrement, le moindre truc, c'était impossible. Enfin, inviter des gens à déjeuner, à dîner, faire à manger, c'était un calvaire. Mais c'est que là, non, je refais ce que je peux revivre normalement, quoi. Après, par contre, je garde toujours beaucoup de temps pour moi, beaucoup de temps de solitude, beaucoup de temps de repos, parce que j'en ai besoin et que ça fait aussi partie de ma santé. Mais non, j'ai retrouvé un fonctionnement complètement normal. Au niveau santé physique, je m'occupe beaucoup plus de moi maintenant. Je fais du sport, ce que je faisais pas avant. J'ai retrouvé, oui, une santé, une énergie que j'avais pas eu depuis très très longtemps, ouais, c'est clair. Waouh! Et donc avant tu survivais en fait et t'as repris une vie. Ouais, c'est un peu l'impression que j'avais, ouais. Ouais, franchement, ouais. T'étais dans un brouillard. Ouais, je conscientisais plus grand chose. Je m'en rendais même pas compte en fait. C'est après coup. Et c'est grâce à la psy que t'as vue, parce que sinon peut-être tu serais toujours dans ce mariage. Oui, ouais. Après, on a quand même continué un moment, même après la psy, on a quand même essayé parce que la famille était primordiale pour moi. Et puis, mais bon, il y a un moment, oui, il a fallu se rendre à l'évidence. Et puis là, en effet. Oui, ça change tout, oui, ça change carrément. Oui, c'était un peu de la survie, mais après, c'est pas une accusation envers le père de mes enfants. C'est un système, les divorces, les couples qui sont en échec, c'est tout le monde participe, on va dire, à l'échec. Donc, c'est juste que cette vie-là ne me convenait plus de toute façon, ouais. Et cette façon de vivre et de communiquer, ça allait plus du tout, ouais. Et dans ta tête, tu t'es senti mieux directement? Ça t'a soulagé aussi cette séparation? Ouais, alors une fois que je m'en suis remise, parce qu'il a quand même fallu un certain temps deuil. pour remonter la pente, voilà. Je pense qu'il faut compter sur facile 1 an. Alors moi je suis très longue à passer à autre chose, mais on va dire qu'au bout de 2 ans, oui, j'étais remise et en forme et bien. Bah ça va 2 ans parce que il y a des gens qui oui. mettent plus de temps. Oui, c'est ça. Moi je mets 2 ans parce que c'est le dernier moment dont je me rappelle où j'ai souffert d'un truc particulier. Après, je me rappelle de rien de notable. Donc, c'est pour ça que je mets le curseur à 2 ans. Mais après, non. Après, oui, j'ai commencé à vivre ma vie vraiment de femme célibataire, l'assumer, avoir
des envies différentes, je fais des choses différentes. J'ai pas du tout la même vie qu'avant, quoi. Ça n'a rien à voir. Il y a que mon travail et mes enfants qui sont exactement la même chose. Sinon, tout le reste, il y a plus grand chose à voir, en fait. Incroyable. C'est deux vies. J'ai eu deux vies. Après, la première, je la renie pas, hein. Loin de là, hein. J'ai eu de la chance. Et je la renie pas du tout, ni le père de mes enfants. Et je suis hyper heureuse d'avoir mes fils, mais je suis contente aussi de connaître cette vie-là, ouais, que j'ai pas forcément connue moi adolescente, puisque je me suis mis en couple très tôt. Et c'est pas une deuxième adolescence, faut pas non plus exagérer, mais ouais, il y a un petit côté surtout de liberté. C'est une adolescence où en plus tu gagnes ta vie, donc c'est un peu plus facile que l'adolescence, on va dire. Mais c'est différent. Mais c'est surtout serein en fait. C'est le mot que j'en tire moi. C'est que j'ai gagné la sérénité en fait. C'est ça qui change. Ouais, c'est la meilleure chose, la sérénité. C'est ça. Alors maintenant, on va passer à la question épineuse de l'épisode. Comment on fait maintenant que peut-être on a des partenaires sexuels, en tout cas tu as dit que tu avais des amants, comment tu fais pour ne pas dormir avec la personne, ou est-ce que tu acceptes de dormir avec des personnes, ou est-ce que tu les fous dehors une fois que t'en as marre? Comment tu fais? C'est compliqué, hein. C'est le sujet épineux. Alors, je suis pas très, très, très fan de dormir avec quelqu'un. Bah oui. Du coup, c'est très, très rare chez moi. J'ai été un petit peu de nouveau en couple pendant 1 an dans le célibat. Dans cette période de célibat, là, ça allait à peu près. Enfin, je m'y suis fait petit à petit. Mais ça restait, je sais pas, une nuit tous les 15 jours, hein. On n'est pas sur un truc non plus. Déjà, il est hors de question que je revive avec quelqu'un. Donc ça, le quotidien, ça n'arrivera pas de dormir toutes les nuits ensemble. Et après, cette relation s'est terminée. Donc, et là, maintenant, avec les personnes que je peux voir ou que je peux rencontrer, là, ça s'est aggravé. C'est-à-dire que là, déjà, c'est quasiment jamais chez moi et clairement, je m'en vais en fait. Je m'en vais à 2h du matin, 3h du matin. Je rentre chez moi en fait. Ça arrive que je dorme avec quelqu'un. C'est juste que je sais que je ne vais pas dormir, que ça serait bien que le lendemain je bosse pas et que voilà. En gros, ça arrive. C'est pas ce que je préfère, sincèrement. Mais après, voilà, ça dépend des situations, mais c'est très, très occasionnel. Ouais. Et tu fais comment pour en parler avec ses partenaires? Tu les préviens avant de ça? Tu le justifies par ton mauvais sommeil, ou juste tu te barres? Alors, le côté insomniaque, je l'aborde souvent, assez rapidement, parce que j'ai tellement l'impression que ça fait partie de moi, que du coup, il y a forcément un moment où je vais en parler. Après, ouais, non, je dis que j'ai envie de rentrer chez moi, en fait. C'est assez chose que j'aurais pas forcément assumé il y a quelque temps. Là, maintenant, j'assume. Et ouais, non, je cours pas après les nuits à 2, non, sincèrement. Non, j'arrive à le dire, et après, quand je sens que bon, c'est pas, voilà, que là, ça tombe pas bien, je peux aussi faire un effort, quoi. Mais ça reste un effort, en effet. Faut pas, et ça reste très rare. Et qu'est-ce que tu penses des autres personnes, des gens qui disent qu'ils dorment super bien à deux? Y a plein d'études contradictoires qui disent qu'on dort mieux à deux ou qu'on dort mieux seul. Est-ce que tu penses que ça dépend des gens? Ou est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de femmes qui se forcent à dormir avec leur mec? Moi, je connais beaucoup de femmes qui dorment pas bien. Je pense qu'en effet, de dormir seule, ça aide, en effet. C'est juste que dans la société, c'est quand même plus logique et plus entendable de dormir avec son conjoint. C'est pas évident. Enfin, en général, on va pas aller dire qu'on fait chambre à part. Enfin, nous, quand on le faisait, je le disais pas à l'époque. Hein. Ça se dit pas trop. En fait, si tu fais chambre à part, c'est que t'as des problèmes. Bon, nous, c'était bien le cas, mais tu peux faire chambre à part et ne pas avoir de soucis. C'est difficilement entendable. Après. Puis tout le monde ne relie pas non plus le mauvais sommeil et le fait de dormir avec quelqu'un. Les deux sont pas. Puis il y en a qui vont pas concevoir. Enfin, il y a des femmes qui vont pas et des hommes qui vont pas concevoir de dormir sans leur conjoint alors qu'ils sont sous le même toit. C'est juste pas. Mais quand j'entends certaines femmes qui me disent, bah je me cale sur ses horaires, il se couche à 23h30, donc j'attends qu'il se couche et tout. Ben non, mais en fait ça marche pas en fait parce qu'on a tous notre horloge et à 23h30, il est souvent trop tard pour beaucoup de personnes quoi. Donc après je dirais qu'il faut s'écouter, mais bon après c'est comme tout, c'est valable pour le sommeil, c'est valable pour tout. Enfin, chacun mène sa vie comme
comme il peut, comme il veut, les deux. Ouais, mais c'est difficile de s'écouter quand on est dans un couple hétéro et qu'on a envie de faire plaisir à l'autre personne. Et comme tu l'as raconté, pendant 18 ans, tu t'es pas écouté, en fait. Non, après, c'était pas Enfin, t'as quand même essayé. T'as ouais, quand même essayé c'était pas de imposé dormir mieux. non plus, mais c'est vrai que tu t'écoutes pas parce que c'est autre chose qui prend le dessus. Mais non, en effet, c'est sûr que quand tu vis seul, tu t'écoutes. Et oui, là, clairement, oui. Et donc c'est pour ça quand je te dis si des fois j'ai envie de me coucher à 9h, je me couche à 9h, quoi. C'est voilà, mes enfants ont pas du tout cet impact sur moi. Par contre, avec eux, je peux faire comme je veux, quoi. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un conjoint, ça n'a rien à voir. Mais c'est parce qu'ils sont adolescents, c'est ça? Ouais, mais même plus petits. Hein. Ils ont, en fait, le sommeil ici, c'est la 4e personne hein, dans cette maison. Donc, J'adore. tout le monde, enfin, ouais, ils savent quoi. Et c'est plus un sujet en fait. Voilà, c'est ouais, ils savent. Et puis on fait avec. Et puis du coup, ça marche bien comme ça. Mais oui, c'est non, se forcer à dormir. Oh non, puis j'ai plus envie quoi. Enfin après, ouais, non, j'ai plus envie quoi de dormir avec quelqu'un. C'est Le côté romantique, le côté se réveiller dans les bras de quelqu'un, tout ça, tu ne le romantises plus du tout. Ça te semble pas sexy. Faudrait avoir cette relation romantique si tu veux. Mais quand c'est pas ce genre de relation et que t'es sur une relation plus charnelle ou plus, déjà ce côté romantique c'est un peu, c'est pas là. Donc Tu le cherches pas. pourquoi s'astreindre du coup à dormir le lendemain? Ça sera pas romantique hein, le lendemain matin. C'est à 99,9% ça le sera pas. Oui, si t'as pas dormi de la nuit. En plus, je suis pas toujours sympa du coup, ça le sera encore moins. Mais non, c'est vrai que. Ah puis j'ai plus ce fantasme de l'amour romantique en fait, ça marche plus quoi. Je dois être un petit peu, je vais avoir 46 ans, enfin voilà, c'est plus, j'y crois plus trop quand même. Hein. Mais on peut très bien vivre sans. Ça vient vraiment de la culture. Toi, tu l'as déconstruit du coup, mais dans tous les films qu'on voit, les couples dorment ensemble 100% du temps, se réveillent ensemble. Et du coup, quand nous, on se met en couple, on a l'impression que tous les couples vont forcément dormir ensemble. Et même si on est célibataire, si on va juste coucher avec quelqu'un, il y a un peu ce devoir de dormir avec la personne, en fait. Oui. Et en fait, c'est une question de génération parce que je vois, moi, mes grands-parents, j'avais toujours été marquée parce que dans leur chambre, il y avait 2 lits séparés. Ils faisaient chambre commune, mais lits séparés. Et j'ai toujours vu ça quand j'étais petite. Et par contre, sur ma génération, là, les 40, 50 ans, là, tu dors avec ton conjoint. Enfin, je veux dire, de tout mon entourage, quand j'étais mariée, que je côtoyais des couples mariés, personne dort séparément de la génération de mes parents aussi, c'est pareil. Maintenant, la génération qui suit et celle encore derrière, ça va peut-être être différent. Il y a un peu plus de liberté aussi, je pense. Surtout de la part de la femme où elle prend un peu plus. Ça dépend de chacun parce qu'en même temps, il y a pour beaucoup de femmes, c'est un idéal aussi de se réveiller dans les bras de quelqu'un, quoi. Même si en vrai, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais ça reste quand même un idéal, quoi. C'est, je pense, quand même, pour beaucoup. Donc, même les femmes le désirent, en fait. Elles sont pas obligées, enfin, pas toutes sont obligées, quoi. C'est à partir du moment, il y en a plein qui n'ont pas de problème de sommeil non plus, hein. Faut pas généraliser. Je pense qu'il faut s'écouter. Mais en effet, t'as raison, on a été élevé là-dedans, dans l'amour romantique, oui, on se réveille le matin, et en plus, on n'a pas un cheveu de travers et on est déjà maquillé, mais sinon, mais ça non plus, c'est pas vrai. Sur l'horloge interne dont tu as parlé tout à l'heure, je pense à mes parents qui ont 60 ans et qui ont toujours dormi ensemble alors qu'ils se détestent et qui dorment encore ensemble alors que littéralement mon père se couche à 22h et se réveille à 5h et ma mère se couche à 4h du mat ou à 3h du mat et se réveille à 8-9h. Donc en fait, ils sont même pas du tout, ils fonctionnent pas du tout de la même façon, ils se côtoient très peu. Quand l'une va se coucher, elle peut réveiller l'autre parce que c'est mieux de la nuit. Quand l'autre se réveille, il réveille ma mère qui, elle, vient de commencer à dormir. Donc même si c'est des gens qui auraient pas de problème de sommeil, ça perturbe forcément le sommeil. Ah, c'est obligé. Ah là, 2 rythmes aussi différents, oui, c'est obligé. Je suis pas médecin du sommeil, j'ai juste vécu, mais oui, c'est obligé, ouais, clairement.
Et pourtant, quand les rares fois où mes parents dorment pas ensemble, moi-même, je le vis mal. Alors que je sais que leur mariage est une catastrophe et qu'ils devraient divorcer. Mais juste, comme je les ai toujours vus dormir ensemble et qu'encore une fois, c'est le modèle dominant, je me dis, oh, ils dorment plus ensemble. Ça veut dire que c'est bientôt la fin. Ça reste une habitude, hein. Ça reste une habitude. Enfin, je veux dire, quasiment tous les couples fonctionnent comme ça, quoi. Et je pense même que c'est un désir quasiment de chaque personne du couple, enfin, ou conscientisé ou pas, mais je pense que il le conçoit pas autrement, en fait. Déjà, quand un couple, je pense, décide de faire chambre à part pour avoir un meilleur sommeil et tout, c'est que déjà, il y a une réflexion sur le fonctionnement du couple, il y a une communication entre les deux, parce que pour que l'autre le prenne mal. Et en fait, je pense qu'à chaque fois, c'est ça le problème. Enfin, moi, mes soucis viennent des problèmes de communication. Et je pense que quand tu as une bonne communication, oui, tu peux faire chambre à part, oui, tu peux parce que t'en parles et parce que tu peux mettre le truc sur la table et te mettre d'accord. Mais si t'en parles pas et que ça ne marche pas de toute façon. Enfin, pour moi, c'est la communication le maître mot, hein, de beaucoup de choses. Mais évidemment. Et si on voulait faire couple, on devrait travailler sur la communication en premier, puisque c'est ça qui fait fonctionner le couple. C'est ça. Sauf que sans vouloir faire de généralité, je pense que la majorité des femmes ont envie de communiquer. Bien sûr. Mais en face, alors, on n'est pas sur le même mode de communication. Sans vouloir jeter trop la pierre, je pense qu'on communique pas de la même manière. Mais ça, c'est sûr. Et on a un peu de mal à se comprendre. Alors, beaucoup. Ouais. Je voulais finir l'épisode en parlant de ma perception du sommeil, de mon sommeil, parce que j'ai eu l'idée de cet épisode. Moi, en fait, je n'ai jamais vécu en couple et j'ai donc quasiment toujours vécu seule et dormi seule. Et je suis une grosse dormeuse, donc j'ai besoin de 9 heures de sommeil par nuit. Et je peux dormir même plus, 10, 11 heures. Et surtout, je suis très sensible à la lumière, à la température, au bruit. Si je suis dans une maison où il y a d'autres gens, même si j'ai mon propre lit, ma propre chambre, je vais mettre des boules qui est pour être sûre de pas entendre les gens. Et c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, je voyage beaucoup. Mais quand je suis dans la forêt et que je dors sous ma tente, par exemple, je vais me coucher tôt, je vais dormir 9-10 heures, je vais pas partir aux aurores comme beaucoup de randonneurs et randonneuses. Je vais mettre des boules qui est, je vais avoir un petit oreiller gonflable. Enfin, en fait, je vais être vraiment bien. Bien sûr, je dors beaucoup moins bien que dans un lit, mais je dors quand même. Et donc, pour moi, le sommeil, c'est absolument sacré. Comme toi, je m'organise en fonction de mon sommeil. Hier soir, j'étais fatiguée. Je me suis couchée à 20h, 21h. Après, j'ai lu. Quand je lis, ça me permet de m'endormir. Je me suis réveillée ce matin à 9h30. Bon, on a changé d'heure, mais bref, j'ai dormi 10h30 au moins, 11h. Et je me sens bien. Et en fait... les rares fois où je dors avec des gens, je dors mal. Et avant, je me forçais à dormir avec les partenaires, les hommes avec qui je couchais, par exemple. Mais je dors très mal, par exemple, avec les hommes que je connais pas, c'est-à-dire les coups d'un soir, les amants, tout ça. Je dors très mal parce que je me sens absolument pas en confiance, du fait que c'est des hommes et que je me sens pas en confiance avec les hommes de base, mais aussi du fait que je les connais pas. Et on est dans un lit, le mec peut ronfler, parce que ça, on en a pas parlé, mais ça pose énormément de problèmes, les ronflements. Voilà, il prend toute la place. Moi, j'ai besoin d'être dans une position particulière avec un coussin contre moi sur le côté. Et il n'y a pas forcément la bonne température, je suis pas chez moi, la bonne lumière et tout. Et le gars dort comme une masse, parce que ça aussi, ça m'a toujours choqué. On couche ensemble, le gars a un orgasme, moi j'ai pas d'orgasme, et il s'endort comme une masse. Et dernièrement, ces dernières années, ce que je faisais, c'est que je l'ai réveillé. Je réveillais le mec et je lui disais, en fait, moi j'ai pas eu d'orgasme. Et donc, soit tu me donnes un orgasme, soit tu te barres, parce que souvent ils sont chez moi et moi ça me rend folle de me dire que le gars va dormir chez moi alors que il a eu un orgasme, que je n'en ai pas eu et que je ne vais pas dormir de la nuit et que le lendemain il va me ghoster et je le verrai plus jamais. Donc moi c'est impossible. Donc je leur mettais plus ou moins cet ultimatum et il y en a plusieurs qui m'ont dit ah non je suis trop fatiguée et qui n'ont pas compris pourquoi je les foutais dehors, parce qu'en fait ils sont tellement habitués à ce qu'on soit à leur service et à ce que notre sommeil ne soit pas important que maintenant pour moi ce que je fais c'est ça, c'est qu'en fait soit le mec je le fous dehors, soit je pars, mais je ne dors absolument jamais
avec un homme, et sauf si je sais pas, j'en ai vraiment super envie et que je sais que demain je ne fais rien de la journée, que je vais pouvoir récupérer, mais je sais très bien que si je couche avec un homme et que je dors avec lui, c'est-à-dire que je dors pas, bah en fait le lendemain moi je vais mettre 2-3 jours à m'en remettre, et ça va, j'ai que 30 ans. Quand j'avais 20 ans, ça allait encore mieux, mais je sais que les années passant, on récupère aussi de moins en moins bien, et sans parler de quand on a pris de l'alcool, quand on a pris des substances, on récupère encore moins bien. Donc moi, c'est hyper important ce sommeil, le sujet du sommeil pour moi, et je voulais vraiment qu'on fasse cet épisode pour parler. On a toutes les deux des points de vue différents, des vécus différents, mais je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître et que en fait, c'est un sujet dont on ne parle jamais, et on se sacrifie en imaginant que si on dort avec le mec, il va nous aimer, le lendemain, il va nous faire des petits bisous et que on va s'habituer. Mais en fait, non. Il y a même, je pense, le fait, l'homme parfois pense que c'est quelque part nous faire plaisir de dormir avec nous, parce que on est censé en avoir envie. N'est-ce pas, hein? On est censé en avoir envie. Et déjà, il nous fait un cadeau quelque part. Et c'est difficile du coup de dire, en fait non, en fait moi c'est un peu tout le contraire. Je rentre pas dans la norme, mais c'est pas nouveau. Mais et de points de vue différents et tout ça. Après, là, là, toi, t'as 30 ans, moi, je vais sur la cinquantaine, donc je côtoie plus des hommes de 50 ans. Les problèmes de sommeil, ils connaissent aussi maintenant. Donc ça change. Parce qu'en effet, entre 30 et 40, là, à l'époque, j'étais mariée, et les premiers hommes que j'ai connus après, en effet, c'est comme tu dis, ils s'endorment comme une masse, et voilà, c'est exactement ce que tu as décrit. Mais là, maintenant, c'est un petit peu différent. Ils deviennent aussi insomniaques. Donc, on rentre dans une autre... on peut un peu plus se comprendre. Mais bon, au moins, on peut en parler un petit peu. Mais bon, ça reste un sujet très privé aussi, hein, son sommeil. C'est assez, pour une fois, voilà, je sais pas trop dans mon naturel, mais pour une fois, je suis très égocentrique sur mon sommeil. C'est mon sommeil, c'est ma priorité, c'est exactement ce que tu as décrit tout à l'heure pour toi, la même chose. Et on a parlé beaucoup de l'anxiété dans cet épisode, et je pense que l'anxiété, c'est un énorme sujet, un énorme rôle. Je pense que les mecs, en tout cas ceux que j'ai côtoyés, beaucoup en fait, s'endorment très facilement parce qu'ils ont pas cette anxiété en permanence. Et notamment, je fais des cours de yoga, et dans mon cours de yoga, quand on fait la relaxation à la fin du cours, il y a un mec de 50 ans qui s'endort en 5 minutes pendant la relaxation, alors que nous, on est toutes pas anxieuse, mais on est un peu consciente des gens qui sont autour de nous, de là où on est. On essaye de se détendre, mais c'est déjà compliqué. Et le gars ronfle, et je pense qu'il sait qu'il ronfle. Et quand à la fin du cours, la prof dit que c'est fini, il met genre 5 minutes à se réveiller. Et je me dis, mais quelle femme! C'est comme mon père. Mon père, il s'est toujours endormi au cinéma, au théâtre, dans toutes sortes de lieux, assis dans toutes les positions, il peut faire des siestes. Moi, pour faire une sieste en journée, mais il faut 10 000 critères. Et en fait, on a toujours en fait un petit truc dans la tête, un petit truc à faire, une charge mentale, un peu d'anxiété. Alors que je trouve que les mecs à mon âge sont tellement détendus. Ils font leur travail, c'est leur seule priorité, et après, ils s'endorment. Oui, et c'est ce que j'ai compris, moi, avec les médecins du sommeil. C'est-à-dire que les causes vraiment des problèmes de sommeil, la plus grosse, c'est l'anxiété. En fait, c'est pas physiologique, c'est pas un problème au niveau du corps, si tu veux. Ouais. Au début, je pensais qu'on allait m'analyser le sommeil et que j'allais rester à la clinique et qu'on allait enfin me dire que j'avais un truc qui clochait. Et en fait, le seul truc qu'on m'a dit qui clochait, c'est que mon cerveau, c'est ça qui clochait. C'est pas forcément ce que j'avais envie d'entendre, mais bon, il a fallu faire avec. Mais oui, je crois que tu as complètement raison, c'est l'anxiété, ouais. Après, c'est un mal, c'est un mal que beaucoup de gens connaissent, et puis beaucoup de femmes surtout, ouais, c'est sûr. Ouais, après, plus parce que je discute aussi de ça plus avec des femmes. Donc, je veux pas non plus, voilà. Mais oui, l'anxiété, complètement liée au manque de sommeil, ouais, et au mauvais sommeil. Et à coup de médicaments, ouais, ça marche pas forcément de traiter ça. Oui, on n'a pas parlé des médicaments, mais t'as dû tester aussi. Bah oui, les somnifères, ça a été vraiment un échec total. À part un gros mal-être le matin, c'est tout ce que j'en ai tiré. Les anxiolytiques, il fallait, parce qu'il y a un moment, il fallait dormir juste pour déjà vivre. Mais ça reste très transitoire, quoi. Après, je parle que dans mon cas. Je parle pas de cas de dépression et tout ça. Moi, j'étais pas dans ce cadre-là, juste de l'anxiété. D'accord. Pour finir, je voudrais dire aux personnes qui écoutent comment on se connaît. Je me rappelle que j'avais fait un appel à témoignages sur les réseaux sociaux parce que j'avais plusieurs idées de sujets, dont celui-ci, le sommeil des célibataires, et que tu m'as répondu. Et toi, t'es une auditrice de Sologamie, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais.
Je t'écoute régulièrement à chaque fois que ça sort. Du coup, tu m'avais contacté pour qu'on fasse cet épisode. Est-ce que tu as une dernière chose à dire, un dernier conseil? Est-ce que tu veux parler d'un projet que tu as, d'une recommandation culturelle? Est-ce que tu as quelque chose pour finir? Le podcast que j'écoute beaucoup aussi, c'est sur Arte Radio, c'est Vivons heureux avant la fin du monde de Delphine Saltel. Voilà, ça c'est aussi dans mes bibles. En livre, éventuellement, la BD Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. Est-ce que tu peux dire de quoi ça parle, le podcast et la BD? Alors le podcast, c'est vraiment sur plein de sujets. Il y a l'écologie, les derniers là c'était sur la relation à l'alcool, beaucoup sur la famille, sur le couple. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Enfin, c'est ça justement que j'aime, c'est aussi les sujets qui sont variés et j'aime bien la façon dont elle les traite. Et la BD, c'est sur les relations toxiques avec un pervers narcissique. Cette BD m'a vraiment marquée. Voilà, je la recommande. Et le dernier bouquin d'Ovidie, mais t'en as déjà parlé, donc du coup, j'en rajouterai pas sur La chair est triste, hélas. Voilà. Si, vas-y, dis-nous de quoi ça parle si les gens ne savent pas. Le dernier livre d'Ovidie, donc du coup sur vraiment sa relation au sexe et tout. Alors moi, je trouve que là faut découvrir. J'ai pas trop envie de déflorer le sujet, mais ça a été un véritable livre coup de poing et révélation pour moi, vraiment. N'hésitez pas à écouter l'épisode que j'ai enregistré avec Ovidie en 2023 pour la sortie de son livre La chair est triste, hélas, qui parle de sa grève de l'hétérosexualité. Merci beaucoup, Catel. Merci Marie. On va arrêter de discuter pour aujourd'hui. Chers auditoristes, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous dormez seul? Est-ce que vous dormez bien? Qu'est-ce que vous mettez en place pour protéger votre sommeil? Pensez-vous que les célibataires dorment mieux que les autres? Nous, je crois qu'on a répondu oui. Écrivez-moi pour me répondre. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur tous les réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez aussi commenter ce podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment, m'écrire sur les réseaux, je viens de le dire, et soutenir financièrement le travail que je fais sur Patreon. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir, Catel. Au revoir, Marie.